Chers compatriotes, la semaine dernière, nous lancions un appel au président Alpha Condé pour qu'il prenne des actions décisives en vue de décrisper la situation politique en Guinée. Nous lui demandions de faire preuve de leadership et de magnanimité en ordonnant la réouverture des frontières avec nos trois voisins du Sénégal, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone, en faisant lever les barricades au siège de l'UFDG et de son quartier général et en faisant libérer les prisonniers arrêtés pour leurs opinions politiques ou tout simplement pour leur opposition au troisième mandat. Il y a 2 jours, les autorités sanitaires de notre pays ont confirmé le retour de la maladie à fièvre hémorragique Ebola 5 ans après la fin de la première épidémie. 12 cas ont déjà été confirmés avec au moins 4 décès. Si ce n'est pas encore la panique à bord, c'est bel et bien une nouvelle urgence qui vient s'ajouter à la pandémie de coronavirus qui a mis une forte pression sur nos structures sanitaires et mis en évidence les faiblesses de notre système sanitaire. C'est dire donc que notre pays est entré dans une zone de grosse turbulence avec des crises qui surgissent de partout. Il y a la crise politique dont nous venons de parler plus haut, avec les arrestations d'opposants. Il y a le problème de la fermeture des frontières. Il y a cette affaire de la saisie d'1 tonne de drogue avec l'implication de certains agents de la police judiciaire et qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Il y a la pandémie de Covid-19 avec les problèmes liés à la mutation du virus et la disponibilité du vaccin. Et maintenant, Ebola aussi est de retour. Autant de problèmes qui peuvent rapidement mettre à genoux un pays déjà fortement éprouvé par des difficultés économiques et infrastructurelles. Vous comprendrez donc aisément pourquoi nous avons lancé notre appel au président Condé, parce que la Guinée n'a ni les moyens, ni les ressources et ni la résilience pour faire face à tous ces problèmes en même temps. Nous avons besoin de mobiliser toutes nos forces et toutes nos énergies pour faire face à ces multiples défis. Et pour commencer, il faut chercher à gérer les problèmes les plus faciles à résoudre, tels que la libération des opposants et laisser les experts et autres spécialistes s'occuper du narcotrafic, des épidémies d'Ebola et de Covid-19, qui sont des problèmes plus complexes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler exclusivement de la détention de tous ces cadres politiques et activistes de la société civile dont les procès sont en train d'avoir lieu au compte-gouttes et qui ont déjà suscité des remous dans la cité. En effet, la semaine dernière, les avocats de la défense des opposants détenus à la maison centrale de Conakry ont suspendu leur participation dans les différentes procédures. Ils dénoncent une instrumentalisation de la justice et affirment que jusqu'à date, aucune pièce à conviction
n'a été présenté par les officiers de police judiciaire alors qu'ils reprochent aux prévenus des faits de stockage, de fabrication et de détention d'armes de guerre. Une situation assez alarmante pour les prévenus qui se retrouvent sans une protection légale de leur choix. Même si le tribunal va leur assigner d'autres avocats, ils courent le risque d'être condamnés à coup sûr. Sauf si le chef de l'État décide finalement d'intervenir et mettre fin à cette parodie de justice. Et c'est pourquoi nous avons lancé cet appel au président de la République. Mais force est de reconnaître que ce genre de situation est toujours déplorable et nuit à la quiétude sociale. Sinon, dans les conditions normales, plusieurs des accusés ne devraient pas se retrouver derrière les barreaux, car cela, on le sait tous. Et c'est pourquoi on nous parle de procès politique. Au vu de tout cela, et après tous ces manquements et violations des droits élémentaires de ces individus, on ne doit plus se contenter d'exiger la libération des uns et des autres, mais examiner de près tous les artifices juridiques qu'on utilise pour faire courir aux justiciables de graves dangers au niveau légal et qu'il faudra nécessairement combattre pour éliminer de notre système juridique. En premier lieu, ce qu'on appelle la détention préventive, que de nombreux dirigeants autoritaires ont utilisé abusivement pour éliminer leurs opposants en les maintenant en prison sans jugement. On sait que la détention préventive ou provisoire existe dans plusieurs pays et que c'est une mesure de détention généralement exceptionnelle visant à emprisonner jusqu'à la fin du procès un accusé. Mais c'est selon l'usage qu'on en fait. Dans les démocraties, par exemple, la mise en détention provisoire est soumise à des critères bien définis. Dans ces pays, la loi exige, par exemple, qu'il y ait de forts indices de culpabilité, que la liberté de l'accusé risque fortement d'altérer la sécurité publique, que la liberté de l'accusé risque d'empêcher le bon déroulement de la justice par sa fuite, la destruction de preuves, des pressions sur les témoins ou les victimes, que l'accusé soit poursuivi pour un délit ou crime grave, généralement passible d'emprisonnement ferme, que la sécurité de l'accusé soit menacée. Il faut noter aussi que dans les démocraties, un accusé est considéré comme innocent tant qu'il n'a pas été jugé coupable par un tribunal. Et c'est pourquoi la détention préventive est utilisée de manière exceptionnelle dans les cas impliquant, par exemple, de violents criminels. Mais que constatons dans les États non démocratiques? On fait recours souvent à cette mesure pour arrêter et garder en prison sans jugement les personnes suspectes d'être une menace au pouvoir. C'est ainsi que de nombreux opposants se sont ainsi retrouvés en prison sans savoir de quoi on les accuse
ou jusqu'à quand on va les garder. Et c'est ainsi qu'on a réussi à éliminer un bon nombre d'entre eux des compétitions électorales. En Afrique, les dirigeants qui font recours à ces mesures juridiques ont le docteur Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, à remercier pour son innovation en la matière. C'est bien lui, le premier, qui a su manipuler ce concept pour un usage abusif de la loi contre ses adversaires et opposants politiques. Oui, Kwame Nkrumah a été un visionnaire, un grand leader panafricaniste, mais il a été aussi le précurseur de la loi sur la détention préventive. C'est en 1958, alors qu'il était Premier ministre, que Kwame Nkrumah fera voter la loi sur la détention préventive qui lui donne le pouvoir de maintenir certaines personnes en détention sans jugement pendant 5 ans. La loi sur la détention préventive, appelée Preventive Detention Act, PDA, dans sa version anglaise, sera amendée en 1959 et en 1962, donnant à Nkrumah encore plus de pouvoir. Il va donc utiliser cette loi pour jeter en prison des rivaux politiques et les opposants à son régime. Certains choisiront l'exil pour éviter une arrestation certaine. L'un de ces prisonniers politiques fut J.B. Danquah, l'un des 6 héros de l'indépendance du Ghana. Du fond de sa cellule, il écrit une lettre poignante et pathétique à Kwame Nkrumah pour l'implorer de lui rendre sa liberté. C'est une longue lettre que je ne pourrais pas vous lire entièrement ici, mais permettez-moi de vous lire quelques extraits, car ils décrivent exactement les conditions de détention dans lesquelles sont maintenus de nombreux prisonniers politiques à travers l'Afrique. Les mots qui suivent sont de J.B. Danquah et je le cite. Dans le cas présent, depuis mon arrestation, on ne m'a pas autorisé d'apparaître ni devant un juge, ni un comité ou encore une commission. Et jusqu'à présent, tout ce qui m'a été dit se trouve sur une simple feuille de papier intitulée « Motif de détention » où l'on me notifie que depuis plusieurs mois, je suis activement engagé dans la poursuite d'un plan pour renverser le gouvernement du Ghana par des méthodes illégales. Et que par conséquent, j'ai planifié de porter atteinte à la sécurité de l'État, la police et les forces armées. Étant donné qu'aucune pièce à conviction ou preuve n'ont été fournies pour expliquer comment le gouvernement du Ghana est arrivé à m'accuser d'une charge aussi honteuse, j'ai passé une bonne partie de mon temps à rédiger un rapport sur mes activités récentes pour répondre à ces accusations. Et si ce rapport vous parvenait et vous en preniez connaissance, il aurait été clair que ma contribution au rayonnement intellectuel et culturel de notre pays aurait empêché quiconque d'ordonner
une invasion hostile de ma résidence et de ma famille, comme si on était en territoire ennemi. Mais plutôt, c'est une délégation de hauts fonctionnaires et dignitaires ghanéens qui seraient venus pour exprimer les félicitations de la nation et les remerciements du gouvernement à mon égard. Mais il n'en sera pas ainsi. Et je me retrouve enfermé à la prison de Nzawam, dans une cellule de 2 mètres sur 3, sans une table pour lire ou écrire, sans table à manger, sans lit ou une chaise ou toute autre forme de place assise, et forcé à manger ma nourriture en position accroupie sur un sol où se trouvent 2 couvertures étalées et une autre pour me recouvrir durant mon sommeil sur le dur ciment. À côté se trouve un pot de chambre à utiliser sans toilette, un bidon d'eau avec gobelet mais sans couvercle. Tout ceci est placé là, dans cet espace si étroit, pour que je l'utilise comme un galérien, un esclave. Durant ces 4 derniers mois, je n'ai pas fait grand-chose, si ce n'est d'assister à cet énorme gâchis de compétences, de talent et d'expérience que je possède. Ma santé a été fragilisée et ma vie est menacée par toutes sortes de maladies sans qu'on ne m'autorise à faire une visite à l'hôpital de la prison pour un traitement et un suivi. Je reste donc en cellule dans le bloc spécial de la prison de Nzawam, réservé aux criminels dangereux, et je suis empêché de contribuer effectivement et de manière originale au progrès intellectuel et culturel de notre pays. Je finis cette lettre comme je l'avais commencée. Je suis fatigué d'être maintenu en prison, à tourner en rond et à ne rien faire de notable pour ce pays qui m'a vu naître et que j'aime tant, et aussi pour le grand continent de l'Afrique qui a été le premier à donner au monde un vrai goût de civilisation. Fin de citation. Et Dr Dankwa finit sa lettre en lançant un appel à Kwame Nkrumah pour qu'il le fasse libérer dans le même esprit de confidentialité et de cordialité avec lequel il a rédigé sa lettre. Et il dit s'attendre à une libération anticipée avec la foi, l'espérance et la confiance les plus grandes. Mais Kwame Nkrumah restera sourd à cet appel. Et Joseph Boakai Dankwa, homme politique, universitaire, juriste, l'homme qui a donné le nom de Ghana à son pays jusqu'alors connu sous le nom de Gold Coast, mourut en prison le 4 février 1965. Après Nkrumah, tous les régimes autoritaires en Afrique vont lui emboîter le pas. Ils vont tous utiliser la détention préventive pour jeter en prison leurs opposants et critiques, où ils sont maintenus longtemps sans jugement. La détention préventive fait partie aussi de l'héritage politique de Losang Gefo Kwame Nkrumah, qu'il a légué au continent. Mais le plus étrange,
c'est que peu de gens dénoncent et combattent cette mesure qui viole les droits les plus élémentaires des individus. Même les opposants refusent d'en faire un cheval de bataille, car ils savent que c'est une arme dont ils peuvent se servir une fois arrivés au pouvoir. Même les sociétés civiles restent muettes sur la question. Notre espoir reste avec la jeunesse pour éliminer définitivement la détention préventive et prolongée de notre arsenal juridique. C'est un combat qui doit être mené par la jeunesse. Dans l'esprit de la refondation de notre système judiciaire, nous vous invitons à mener ce combat ensemble. Nous devons nous battre pour que personne ne soit plus arrêté et maintenu en prison sans jugement, de façon prolongée et indéfinie. Nous devons exiger qu'un prévenu soit présenté à un juge dans les 48 heures qui suivent son arrestation. À défaut que la personne soit relâchée purement et simplement. Nous devons exiger que les autorités fournissent les preuves et les pièces à conviction de l'accusation et faire en sorte que tout accusé ait droit à un procès rapide, juste et équitable. Il est inconcevable que des prévenus soient gardés en prison des années durant sans jugement. Nous devons nous battre pour empêcher l'instrumentalisation de la justice par les politiques. Et tout homme politique en porte-à-faux avec la loi doit être traité avec décence et humanisme et non être considéré comme un vulgaire criminel. Et même en prison, les hommes politiques et les anciens dignitaires poursuivis pour des supposées violations de la loi ne doivent pas être gardés dans des prisons réservées à des criminels dangereux. C'est pourquoi nous réitérons encore une fois notre appel au président Alpha Condé pour qu'il libère les opposants et activistes de la société civile. Ibrahima Chérif Ba, ancien gouverneur de la Banque centrale. Ousmane Gawal Diallo, ancien député de l'Assemblée nationale. Selou Baldé, ancien député. Étienne Soropogui, ancien commissaire de la CENI. Abdoulaye Ba, ancien président du conseil municipal de Kindia. Oumar Siladi Fonike Mange, Souleymane Kondé du FNDC. Ismaël Kondé, ancien vice-maire de Matam. Madik Sans Frontières. Sans oublier tous les autres anonymes arrêtés au cours de cette année électorale si tumultueuse. Leur place n'est pas à la maison centrale de Conakry, mais auprès de leur famille. Les différences politiques ne doivent jamais constituer des motifs valables pour envoyer les gens en prison où ils perdent leur santé et où leur vie est dangereusement menacée. Non à la détention préventive prolongée. Vive la refondation. Vive la démocratie. Vive la République. Vive la Guinée. Je vous remercie.